and the enormous cost that that's going to involve? Dans le secteur de l'énergie qui est le nôtre et qui plus est dans le secteur du pétrole, il faut avoir les nerfs solides et un petit peu de sang-froid. C'est vrai qu'on a assisté à des variations absolument spectaculaires du prix brut qui était à $30 le baril quand on vient effectivement à 2002-2003, qui était à $80 le baril à peu près l'année dernière, la même période, qui a connu une poussée de fièvre extrêmement importante, le faisant monter à 147, je crois, au maximum. Poussée de fièvre auquel, quand même, aucun d'entre nous ne voulait réellement croire, sauf constater qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui encourageaient cette poussée de fièvre. Et puis, dégringolade de la fièvre, quand même, à une allure spectaculaire, puisqu'on a perdu $80 le baril en l'espace de 3 mois, ce qui donne un peu le vertige, quoi, hein. Ceci étant dit, en termes de vertige relatif aujourd'hui, quand on regarde les marchés financiers, les marchés boursiers, les autres matières premières, ou le pétrole, finalement, vertige pour vertige, tout le monde a le droit à sa quote-part d'informations tout à fait spectaculaires. Non, Total travaillait sur cette année avec un budget de $80 le baril, travaille aussi sur une hypothèse, pour l'instant, dans son plan à long terme de $80 le baril. Nous n'avons jamais voulu croire à 147. Nous croyons quand même probablement au caractère durable d'un prix élevé de l'énergie, parce que $80 le baril, c'est mine de rien élevé. En ce moment, on est plutôt remonté légèrement à $75 le baril, essentiellement parce qu'il y a aujourd'hui des contraintes sur le marché énergétique liées à une demande qui, comme le rappelait M. Ponceau, continue à croître de façon extrêmement importante dans les pays qui s'industrialisent, dans les pays qui se développent, notamment les pays asiatiques. Et face à ça, une offre d'hydrocarbures qui a du mal à croître de la même façon. Il y a des contraintes sur les capacités de production. On n'a pas tant de contraintes que ça sur les réserves. Il y a des réserves dans le sous-sol, mais on a beaucoup de mal, compte tenu des contraintes géopolitiques notamment, à mettre en Perse suffisamment de nouveaux gisements pour suivre cette demande. Donc aujourd'hui, le marché est tendu, il va probablement le rester, enfin, pas exclure qu'il redescende malgré tout aux alentours de 50-60 $ le baril, mais $80 le baril nous paraît quand même une hypothèse plus réaliste et sur laquelle on a besoin et on a envie de croire sur le long terme. Et il faut avoir une vision sur le long terme dans les métiers de l'énergie. Sans vision sur le long terme, on est incapable de prendre des décisions. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire en permanence. On a ce credo d'un prix de l'énergie durablement élevé et de besoin de nouvelles énergies devant apparaître également dans le spectre des possibilités. Let me be clear. When you say what's happened in the last 2 or 3 months has made you dizzy, has that made making balanced business decisions in this market rather more difficult? In other words, if you're dizzy looking at this phenomenon, is it actually more difficult for you to make that balanced strategic assessment of which way things are going? Because this time last year you must have been, well, there are many out there, including the airlines, and many who have been deeply fearful of where it was all going. They were dizzy in a different way. Are you able to make good decisions if you're dizzy at the same time by the price changes? I would say, enfin, je vais reprendre plutôt en français. Peut-être, on a une vision aujourd'hui qui est quand même clairement différente de celle qu'on avait en l'an 2000, hein, qu'on avait il y a un certain nombre d'années. La perspective d'un prix élevé de l'énergie, la perspective de tension durable sur les marchés énergétiques. En 2000, on ne voyait pas la Chine avec le niveau de croissance qu'elle a connu depuis 2000, et on ne voyait pas effectivement non plus les tensions énormes que c'était en train de générer sur l'ensemble du marché des matières premières. On manquait peut-être de vision pour ça, mais on ne le voyait pas. Donc aujourd'hui, depuis quelques années, je dirais depuis 2006-2007, on a effectivement cette vision d'un prix durablement élevé de l'énergie, et on le construit aujourd'hui aux alentours de $80, $100 le baril. On le voit durable. Ça n'empêchera pas d'avoir des accros de croissance. Mais alors de là à se rendre sensible à des accros sur le marché financier, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup d'interrogations sur ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. Ça donne le vertige à tout le monde. Et on comprend qu'il y a énormément d'acteurs qui la trouillent de ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers, des conséquences que ça peut avoir fondamentalement sur l'économie réelle et de la situation dans laquelle on va être en termes de croissance économique réelle pour les prochaines années. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'objet de notre débat. L'objet de notre débat, c'est quand même plutôt sur le long terme. Est-ce qu'on croit effectivement à des marchés de l'énergie ayant besoin d'être approvisionnés? Est-ce qu'on croit aux besoins qu'on a de la recherche d'alternatives? À quel niveau de prix? Et là-dessus, je dirais qu'on se sent quand même relativement confiant pour définir à peu près les hypothèses du jeu telles que je les ai évoquées.
You're right. We're not doing a seminar here on the energy price, but on the other hand, it's about business decisions for development, for research, and when that research and development becomes a viable commercial opportunity to produce energy from the oceans. That's what I'm trying to get to at the beginning of this discussion. Frédéric Lelydec, obviously, as offshore business development director, you don't have to worry too much, surely, about this. On the other hand, are you feeling your budget squeezed at all at the moment? Non, pas encore. C'est vrai que la crise qu'on vit là va être un peu difficile, va nous faire entrer dans une période un peu difficile, mais elle pousse, moi je veux rester optimiste, elle pousse au raisonnable aussi. Raisonnablement, il va falloir que collectivement nous pensions un peu plus à long terme sur des alternatives, parce que la rareté de la ressource reste la même, reste vraie. Et donc, pour ce qui est des énergies marines, on est à une phase encore un peu exploratoire de démonstration de la rentabilité économique. Et nous aussi, comme Total, on partait pas sur un prix du baril à $140, mais on était plus conservateur. Et donc, à ce stade-ci, l'industriel pense qu'il n'y a pas encore péril en la demeure, non ? On peut même penser qu'à long terme, on est optimiste, cette crise va pousser au raisonnable. Did you want to come back? Oui, je veux revenir sur ce que vient de dire mon voisin, qui est de dire ça va assainir un petit peu aussi le marché. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient croire à une approche assez spéculative des marchés de l'énergie, certainement dans le domaine financier, mais aussi dans un certain nombre d'acteurs sur les énergies nouvelles. Nous sommes aussi présents, je ne pense pas que ça va être le sujet de cet après-midi, mais sur l'énergie solaire photovoltaïque, sur l'énergie des biocarburants, sur lequel on a vu des envolées, des emphases ces dernières années absolument impressionnantes, un peu vertigineuses, avec des prix pour un certain nombre de sociétés, avec des spéculations sur le développement d'un certain nombre de technologies qui honnêtement nous paraissent pas tout à fait susceptibles de se matérialiser dans les prochaines années. Beaucoup de gens évoquaient le risque d'avoir une bulle finalement dans ce domaine des clean tech, ce qui nous aurait quand même paru paradoxal. Les clean tech se développent sur la base, enfin en tout cas dans le domaine énergétique, d'une vraie réalité qui est celle du besoin qu'on en a dans le monde énergétique. Voir une bulle comme on avait pu en connaître dans le domaine de l'IT ou dans d'autres domaines plus spéculatifs, ça nous aurait paru aberrant. Je pense que ça va calmer quand même quelques ardeurs et que la situation actuelle dans le domaine financier n'aura pas que des inconvénients pour nettoyer tout ça de un peu trop de spéculation également et pas assez de réalisme technique, industriel, économique sur les fondamentaux de ces activités. So I sense pragmatic and cautious optimism. I said at the beginning, for those of you who've arrived a little later, that I want to make this as much a conversation as possible. So please, I can see most of you here. If you want to enter the discussion with a particular point, please do, and interrupt each other as well. Chris, did you want to come in as well? Yeah, I think we've talked about an economic situation that perhaps we should have seen coming, but it's the transition that we're looking at is probably something that may take several years, but the evolution that we are looking towards, where marine energy will play its role, is evolving at a scale that is more decadal than annual. The reason I feel that, if anything, we may be advantaged in ocean energy is that with the exception of a few large corporations, almost everyone working in ocean energy is broke. They have no money, they're startups. Much of the technology development is being done by very small companies. So for them, their life hasn't changed very much. They couldn't raise any money anyway. The reality is that we are actually a little preoccupied by the finances of the last few months. But surely with good reason. But the climate change issues remain very big behind all of this, and the transition to renewables is an inevitable transition over the next 50 years. And you were heartened, presumably, by the decision of the European Union Council last weekend, or last Friday in Brussels. Keep going, same pace, don't be derailed. And I think you're hearing from the people who are involved in it that this is at the moment, this is a sideline in their businesses, and that they are pursuing a strategy
that will have them playing a significant role in marine energy in 5, 10, 15 years. And we mustn't ignore the fact that the ocean represents the biggest collector of gravitational and solar energy that we have on the planet. And so behind all of the decisions that we may make in 2009, 2010 is our effort to get at that resource by 2050 to bring ocean energy in as part of what will be a completely new mix of energy resources.